Dans ce cours, on va voir la toxoplasmose et une étude moléculaire du mécanisme immunitaire activé. Dans un deuxième cours, on va voir les génotypes des souches du Toxoplasma gondii. Donc on sait très bien que la toxoplasmose, c'est une infection qui est causée par Toxoplasma gondii. C'est un parasite qui infecte tous les animaux à sang chaud ainsi que l'homme. Cette infection, c'est une zoonose cosmopolite qui est la plus fréquente. Une zoonose, ça veut dire ça passe des animaux à l'homme. Et l'animal, justement, qui passe ce parasite à l'homme, c'est le chat, ou sinon, c'est les animaux des félidés. On distingue 15 haplogroupes de toxoplasme. Que veut dire haplogroupe? Haplogroupe, c'est un groupe de haplotypes. Haplotype, c'est un groupe de génotype et génotype c'est un groupe de gènes. Ok, donc on distingue les différentes justement haplogroupes. Tout dépend le séquençage des gènes des toxoplasmes. Donc on peut voir ce qu'on dit les toxoplasma gondii de type 1, 2 ou 3, sinon ce qu'on appelle aussi haplogroupe 1, haplogroupe 2, haplogroupe 3, qui comprennent respectivement les types 1 et 2 et 3. Et après aussi, on a certains d'autres types ou certains d'autres haplogroupes qu'on appelle atypiques, ça veut dire leur séquence génomique. Elle n'est pas similaire à ces trois haplogroupes. Et du coup, ces haplogroupes comprennent de nouvelles lignées clonales et généralement, ce sont des lignées clonales qui sont plus virulentes. Donc le toxo, dans la nature, on le trouve sous forme de 3 formes évolutives. L'état tachyzoïde, qui est la forme évolutive la plus rapide et qui caractérise la phase aiguë de l'infection toxoplasmique. Les kystes et les bradyzoïdes, qui caractérisent la phase chronique de l'infection toxoplasmique. Et après, on a les zoocystes, qui caractérisent justement la forme résistance à l'extérieur. Et généralement, les animaux, quand ils mangent des herbes à l'extérieur, ils vont manger des zoocystes. Un petit rappel sur la physiopathologie de la toxoplasmose. Donc, on peut distinguer deux types de toxoplasmose, chez l'immunocompétent et chez l'immunodéprimé. Chez l'immunocompétent, la toxoplasmose est le résultat de la conversion des tachyzoïdes en bradyzoïdes. On se rappelle que les tachyzoïdes qui sont responsables de l'infection aiguë et les bradyzoïdes de l'infection chronique. Cette infection va causer éventuellement la persistance des kystes dans les muscles du cerveau et c'est une infection qui est asymptomatique. Par contre, chez l'immunodéprimé, les bradyzoïdes qui dorment déjà dans le cerveau, ils vont s'activer en infection aiguë sous forme tachyzoïde et du coup, ils vont causer une toxoplasmose cérébrale, puis oculaire et pulmonaire aussi. En effet, toutes ces symptomologies et ces manifestations cliniques pourront être contrôlées par différents facteurs. On a la charge parasitaire, le terrain génétique de l'hôte, ça veut dire quelle est la séquence génétique du toxoplasme, ça veut dire quel est l'haplotype du toxoplasme, parce qu'on a vu qu'il y a différents haplotypes, l'haplotype 1, 2 et 3, et après on a toutes les souches qui sont atypiques. Ces haplotypes, en effet, ils diffèrent selon le profil de virulence. On peut distinguer le 1, il est virulent, le 2, il n'est pas virulent, et le 3, il est de virulence intermédiaire. Les atypiques, la majorité des atypiques, ils sont virulentes. Ok, donc on a aussi le génotype du parasite en effet, et la réponse immunitaire de l'hôte. Dans la réponse immunitaire, il faut voir si l'hôte, qui est le corps humain, qui est infecté par du toxo, il a une très bonne immunité, il peut résister, sinon si l'immunité elle est diminuée, l'infection chronique, elle va s'activer en infection aiguë. Et on va voir par la suite qui sont justement ces protéines moléculaires qui sont responsables du contrôle de l'infection toxoplasmique en infection chronique. Donc, généralement, quand on s'infecte du toxon, on s'infecte en mangeant quelque chose qui est infecté. On va commencer par la réponse immunitaire et les protéines moléculaires immunitaires intestinales. Donc, imaginez-vous, là, cette barrière, ce sont les entérocytes, ce sont les infections intestinales. Ok? Donc, ces petites choses, ce sont les tachyzoïdes du toxoplasme. Quand le toxoplasme il va envahir les entérocytes de la lumière intestinale,
il va directement les infecter. Ces cellules, quand ils sont infectées, ils vont directement réagir. Comment réagir? Elles vont produire des cytokines et des chymokines. Parmi ces cytokines et chymokines, on a le NO et le TNF-alpha. On se rappelle que ces cytokines et chymokines, ce sont des cytokines et chymokines qui sont anti-inflammatoires. Alors, comment ces cytokines et chymokines ils sont activés? Éventuellement par l'activation de différentes autres molécules, comme on a ici le CCL2, le CCL3, le CCL5. Et ces CCL, en effet, ils vont activer les cellules immunitaires, comme les macrophages tissulaires. Ça veut dire les macrophages qui se trouvent vers les entérocytes, en effet. Après, on va activer les neutrophiles et activer les cellules NK. Comment ça se passe, cette activation? On va commencer par l'activation des macrophages. Donc, directement après la sécrétion et la production des CCL, on a l'activation des macrophages qui vont venir au site de l'infection. Ces macrophages ils vont être infectés aussi, en effet. Quand ils vont être infectés directement, ils vont produire des protéines moléculaires ou des molécules inflammatoires comme l'interleukine 12. L'interleukine 12, c'est une protéine qui est inflammatoire, pro-inflammatoire, qui va justement activer une infection locale et une inflammation locale. Cette inflammation est caractérisée par la molécule de l'interféron gamma. Une fois l'interféron gamma est activé, il va éventuellement activer les neutrophiles et activer les cellules NK. Après cette activation de cette pro-inflammation locale, il faut en effet que les macrophages infectés produisent du NO et du TNF-alpha pour qu'ils puissent diminuer la prolifération des tachyzoïdes au niveau de l'intestin. Mais par contre, le tachyzoïde, il ne va pas être totalement tué, mais il va être juste contrôlé. Ok? Donc on va voir par la suite quelle est cette réaction immunitaire. Cette réaction immunitaire, c'est une réaction immunitaire innée. Innée, ça veut dire c'est une réaction immunitaire aspécifique, c'est elle qui a activé à la première barrière de l'infection. On va continuer dans le slide d'après la réaction immunitaire adaptative. Donc pour la réaction immunitaire adaptative, en effet cette réaction immunitaire est activée pour contrôler la réaction pro-inflammatoire locale. Donc cette réaction, elle est médiée par les cellules dendritiques, Ces cellules dendritiques, une fois ils sont infectés, ils font sécréter aussi des molécules qu'on appelle interleukine 12. Ces interleukine 12, ils vont activer les cellules NK, ils vont activer les lymphocytes. Donc le rôle des lymphocytes, justement, c'est la production de l'interféron gamma aussi. Donc cet interféron gamma, il va éventuellement activer les lymphocytes B. Et quand les lymphocytes B vont produire des anticorps, donc là, on va avoir le contrôle de la réaction immunitaire pro-inflammatoire locale. Donc à ce temps-là, le toxo, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se contrôler, mais il va y aller se balader dans la circulation sanguine pour qu'il arrive dans le cerveau. Ok? Mais par contre, la réaction immunitaire, elle est contrôlée. Elle n'est pas activée contre le toxo. Donc on verra contre le toxoplasme, il va justement faire une dissémination systématique et qu'est-ce qu'il va activer comme molécule pour qu'il puisse se disséminer. Quand le toxoplasme il est en train de se disséminer dans la circulation sanguine, on va avoir l'activation d'une immunité qu'on appelle immunité systémique. Cette immunité systémique, justement, elle est divisée en deux types de réactions immunitaires. Une réaction immunitaire de type Th1 et une réaction immunitaire de type Th2. Après l'invasion de la muqueuse intestinale, le parasite va disséminer dans tout l'organisme via la circulation sanguine. En effet, donc le toxoplasme il va sécréter une molécule qu'on appelle la cyclophéline 18. Cette dernière, elle va activer les cellules immunitaires. La première cellule, ce sont les cellules dendritiques. Ok, et après on peut avoir aussi les cellules macrophages, monocytes, etc. Ces cellules dendritiques, une fois activées, en fait, par l'intermédiaire d'une protéine adaptatrice qu'on appelle la MID-D88 et le récepteur CCR5, elle va directement sécréter une molécule qu'on appelle interleukine 12. Okay. L'interleukine 12, il va stimuler les cellules T et les cellules NK. Les stimuler à faire quoi? À produire l'interféron gamma. Comment ça se passe cette stimulation en effet? L'interleukine 12, il va directement
se fixer sur un récepteur spécifique à lui sur ces cellules. Ces récepteurs spécifiques, une fois activés, ils vont faire la transduction du signal dans le milieu intracellulaire. Et dans le milieu intracellulaire, on va avoir directement la transduction du signal au noyau. Et dans le noyau, on va activer la transcription de l'interféron gamma et après la production de la protéine de l'interféron gamma. Donc, si vous vous rappelez très bien pour le cours de la signalisation qu'on a eu ensemble, quelle est la réaction immunitaire majoritaire dans la réaction, quelle est la voie de signalisation majoritaire dans les réactions immunitaires. Donc, on a la première voie de signalisation, c'est la voie de signalisation de NF-κB, ok. On a aussi la voie de signalisation du PI3K, ok. Et après, on a la voie de signalisation qui est activée ensuite par les interférons. Donc là, après, quand on a la production de l'interféron, les interférons, ils vont activer les macrophages. Les interférons, ils activent à leur tour une autre voie de signalisation sur les macrophages, qui sont les voies de JNK. Ok? Donc les voies de JNK, si on se rappelle, ce sont des voies qui sont responsables de la production des molécules ou des protéines immunitaires. Ces protéines immunitaires, ce sont de type anti-inflammatoire pour essayer de détruire le parasite, ok? Et pour aussi essayer de limiter la réaction pro-inflammatoire locale. Comment le TNF-alpha détruit le parasite? On se rappelle, le tumor necrosis factor, il va se fixer sur son récepteur qui est le TNF-R, ok? Le TNF-R, qu'est-ce qu'il fait dans le parasite? Il va activer une réaction de type apoptotique. Donc, on va essayer de tuer le parasite par une voie apoptotique. Donc, ce qu'on a vu avant, c'était la voie TH1. La voie TH1, elle se repose justement sur la transcription et la traduction et les productions des molécules de type protéines qui sont pro-inflammatoires. Donc, pour justement contrôler cette inflammation locale, on peut activer une voie de type TH2 qu'il s'active éventuellement d'une façon naturelle pour contrôler la pro-inflammation locale. Cette voie de signalisation, elle se repose éventuellement sur la production de l'interleukine 10. L'interleukine 10, qu'est-ce qu'il va faire? Il va inhiber la production ou inhiber la transcription, si on parle d'une manière moléculaire, des interleukines 12 et des interférons gamma. Donc, imaginons, si on inhibe la transcription et la production des protéines de ces protéines immunitaires, on va laisser le parasite se diviser. Vous voyez? Alors, le parasite, en ce moment, il se balade dans la circulation sanguine et il va arriver au cerveau. Dans le cerveau, donc, il y a la barrière, ce qu'on appelle la BHE, ok? C'est la barrière hémato-encéphalique. Cette barrière, elle va séparer la circulation sanguine de la partie cervicale. Dans la partie cervicale, il y a des cellules immunitaires aussi qu'on appelle astrocytes, cellules microgliales, neurones, oligodendrocytes, macrophages périvasculaires. Alors, qu'est-ce qui se passe éventuellement? Imaginez, le toxo, il est dans le sang. Où il est dans le sang? Il est dans les cellules immunitaires qui sont infectées, comme par exemple les macrophages, les monocytes. Ces cellules immunitaires, ils vont venir par des molécules qu'on appelle molécules d'adhérence, comme le MYC2 par exemple. Ils vont reconnaître aussi les ICAM, qui sont des récepteurs d'adhérence. Quand ils vont les reconnaître, cette reconnaissance, elle va permettre de cette cellule qui est infectée de rentrer dans le cerveau. Et c'est ça la catastrophe, en fait. Une fois le tachyzoïde, il est dans le cerveau, en effet, dans la macrophage, il va directement se diviser et il va s'éclater. Quand il va s'éclater, il va activer de nouveau, les interleukines 12. Ces interleukines 12, ils vont laisser les lymphocytes qui sont dehors du cerveau de rentrer dans le cerveau. Et du coup, on va avoir une activation d'une réaction immunitaire qui est médiée par la molécule qui est l'interféron gamma.
toute cette production, elle est médiée par la transcription, la traduction et la signalisation cellulaire. Ok? Donc, en effet, ces interférents gamma, qu'est-ce qu'il va faire? Il va contrôler le toxo qui est dans les cellules neuronales et les astrocytes et les cellules microgliales. Ok? Donc, ces cellules, une fois qu'ils sont infectées éventuellement, ils vont essayer de produire des protéines pour tuer ce tachyzoïde ou ce parasite. En fait, mais ils ne peuvent pas tuer tout. Donc, c'est pour cela on va avoir l'activation de la réaction immunitaire de type Th2, c'est tout ce qui est en rouge, ce qui va inhiber toute la réaction immunitaire de Th1 et la transcription des protéines et des molécules responsables de cette réaction immunitaire, comme par exemple l'interféron gamma et l'interleukine 12. Donc une fois le Th1 est inhibé, qu'est-ce qui va se passer? Éventuellement, on a le tachyzoïde qui va se convertir en bradyzoïde, il va former des kystes dans le cerveau. Et ça, c'est ce qui se passe chez tous les êtres humains qui sont immunocompétents toxopositifs.